Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui on se retrouve pour enfin fêter la vidéo des 100 premiers abonnés. Déjà merci beaucoup à toi pour t'être abonné à cette chaîne. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un like sur cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. En attendant, ça y est, on se retrouve enfin pour faire une vidéo sur Bitcoin. Et si tu penses être un expert ou même bien connaître le monde des crypto-monnaies, je t'assure que tu ne sais absolument pas tout ce que je vais te raconter ici. Alors reste bien jusqu'au bout, tu ne regretteras pas. Et si tu es nouveau et que tu découvres Bitcoin et les crypto-monnaies en général, tu devrais aisément tout comprendre. Et c'est même vraiment très important que tu comprennes ce qui peut être la plus grosse révolution technologique du 21e siècle. Allez, let's go pour la vidéo. Alors, tu dois déjà très certainement savoir que Bitcoin a été créé en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto et officiellement lancé en 2009. Début 2009. Et ben sache que l'idée d'une monnaie numérique est apparue bien avant, bien plus tôt, et surtout que Satoshi Nakamoto a dû trouver beaucoup de solutions à pas mal de problèmes relevés avant que Bitcoin puisse voir le jour et enfin être parfait. Pour tout comprendre, on va se mettre une chronologie sur le côté avec les dates, les noms et les inventions importantes. Sinon, tu vas complètement être paumé au bout de 5 minutes et c'est clairement pas le but. Le but du jeu ici, c'est que tu restes jusqu'au bout de la vidéo, que tu comprennes absolument tout et que tu comprennes d'où vient Bitcoin et du coup, pourquoi c'est l'avenir et pourquoi il répond à un réel besoin. Pour tout comprendre, du coup, il faut commencer et remonter dans les années 1990. La toute première monnaie numérique voit le jour en 1990 par le mathématicien David Cohn qui invente le DigiCash, une monnaie électronique mais centralisée et propriétaire. L'idée naît donc plus ou moins à partir de ce moment-là qu'avec l'avènement d'internet de nouvelles possibilités sont présentes et pourquoi pas une monnaie numérique. Ce serait enfin potentiellement la solution aux problèmes monétaires. Si tu veux savoir pourquoi, je te dis ça et surtout si tu veux savoir pourquoi nos monnaies fiat actuelles, donc l'euro, le dollar, etc. ne sont pas viables sur le long terme, dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo spéciale à ce sujet. En attendant, je t'invite fortement à lire les premiers chapitres de ce livre, L'étalon Bitcoin. Revenons-en à nos moutons. Cette centralisation du projet DigiCash, donc le premier qui a été inventé en 1990 par David Cohn pour rappel, ne répondait pas aux besoins actuels, à savoir justement de décentraliser et surtout aussi de permettre une liberté sur Internet. Et du coup, tout a commencé avec la naissance d'un groupe d'anonymes fervents défenseurs de la liberté appelés les cypherpunks en 1993. Les cypherpunks écrivent du code. Tu as très certainement entendu cette citation quelque part, sinon c'est chose faite. Les cypherpunks, c'est un collectif d'experts en informatique et spécialisés cryptographie. Ils ont émergé en 1993 dans la région de San Francisco et pour eux, la liberté n'est absolument pas négociable. Elle doit être placée au-dessus de tout. Eric Hughes écrit justement un manifeste à ce sujet, le Cypherpunks Manifesto, expliquant qu'à l'ère du numérique et de l'électronique, et surtout dans une société ouverte, la liberté est indispensable. Et nous ne pouvons absolument pas attendre des gouvernements de nous l'offrir gentiment sur un plateau. Au contraire même, et tu le vois bien avec ce qui s'est passé et la note sociale en Chine. Ils ont certainement vu avant tout le monde que l'on était en train petit à petit de dénigrer la liberté, d'une part, et que la finance traditionnelle telle qu'elle, avec nos monnaies fiat, du coup l'euro, le dollar, etc., n'était pas viable sur le long terme. Et ce, en partie à cause de la centralisation des décisions de politique monétaire et de l'activation sans arrêt de la machine à billets. Seuls peu de personnes sont décisionnaires de la quantité de monnaie qui doit être distribuée dans un pays et cela crée du coup beaucoup de problèmes long terme concernant l'inflation, le taux de change entre les différentes civilisations et les différents pays, etc. Ils pensaient donc, et à juste titre, qu'une monnaie numérique décentralisée était la solution. L'une des premières inventions très importante et nécessaire à la création de Bitcoin plus tard en 2008 fut l'invention incroyable d'Adam Back en 1997, le Hashcash, un système de preuve de travail qui permettra plus tard à Satoshi Nakamoto de développer ce qu'on appellera le minage de crypto-monnaie pour Bitcoin. Cette preuve de travail, c'est en anglais le Proof of Work ou POW que tu as très certainement peut-être déjà vu écrit quelque part ou au moins dans les journaux ou les informations. Mais les premiers réels projets de monnaie numérique décentralisée ont bien évidemment vu le jour bien avant Bitcoin parce que les deux réels projets numériques décentralisés furent
inventés tous deux en 1998. Un ingénieur informatique appelé Wei Dai publie un article sur sa création, la bimonnaie, qui a forcément inspiré Satoshi Nakamoto et le Bitcoin du coup, car la bimonnaie est directement citée dans le livre blanc de Bitcoin. Et la même année, un autre projet proposant beaucoup de choses que l'on retrouvera dans Bitcoin, à savoir l'horodatage, appelé plus tard la blockchain, mais encore les signatures numériques, les clés publiques, la décentralisation, etc. Le BitGold, inventé par un des pionniers de la blockchain, Nick Szabo, a été donc créé également en 1998. Et cette année, 1988, marqua également la faillite enfin du projet de DigiCash, qui on l'a dit n'était pas viable car centralisé et propriétaire, mais bon, il a quand même réussi à tenir 8 ans. Pour ce qui est de Nick Szabo et Wei Dai, ils furent tous deux rapidement confrontés au problème le plus important, à savoir la double dépense. Parce que étant des programmes informatiques, leurs deux monnaies numériques pouvaient malheureusement aisément être copiées et donc être dépensées plusieurs fois, ce qui est encore plus con que le système actuel, ce qui n'est du coup bien évidemment pas viable du tout, ni sur le long terme ni sur le court terme, et donc bien évidemment les projets sont un petit peu mort-nés, bien que le BitGold se soit battu jusqu'en 2005. L'objectif principal de ces monnaies numériques était de réduire voire d'enlever complètement la confiance nécessaire pour réaliser des transactions, et ce bien évidemment sans affecter la scalabilité ou même la sécurité. Pour que tu comprennes, le seul mot qui est compliqué jusqu'ici, la scalabilité, c'est du coup la capacité à gérer un grand nombre de transactions et gérer l'afflux de personnes utilisant un projet par exemple. Un site internet, peu importe lequel, possède une scalabilité limitée parce qu'il est présent sur un serveur, n'importe quel site, Facebook, tout ce que tu veux. Et du coup, si trop de monde s'y connecte en même temps, il bug et du coup forcément doit être redémarré. Bref, pour revenir sur notre sujet, le premier méga problème que devait résoudre Bitcoin était là. Satoshi Nakamoto devait résoudre le problème de la double dépense. Et c'est le 10 mars 2001, dans une conversation avec Hal Finney à propos de l'article de Wei Dai, que Peter Todd, âgé alors seulement de 15 ans à l'époque, évoqua l'idée d'un système de signature qui permettrait de créer une monnaie à partir de Hashcash. Hashcash, du coup, l'invention d'Adam Back en 1997, quelques années plus tôt donc. On arrive du coup rapidement à 2004. C'est une année très importante pour un projet que vous entendez très certainement partout également, le Ripple. Donc oui, l'idée de Ripple est donc née avant Bitcoin, ça c'est pour tous les fans de Ripple, mais on en parlera sur une autre vidéo plus longuement si vous le souhaitez. En tout cas, je tenais à vous le citer pour vous expliquer que le projet Ripple a été inventé avant Bitcoin. Mais oublie le XRP à ce moment-là, c'était plutôt une tentative de création d'un système monétaire décentralisé à l'époque. Du coup, pour revenir ici à notre sujet, il fallait absolument trouver une solution pour pouvoir maintenir la liberté. Je cite directement une phrase que tu retrouves dans le Mystère Satoshi. La vie privée, c'est la liberté de choisir ce que l'on dévoile au monde. Et la liberté, c'est vraiment très important, que ce soit pour les cypherpunks ou pour Satoshi Nakamoto, donc il doit résoudre ce problème. Et enfin, le dernier problème auquel il a à faire face, c'est la connaissance en politique monétaire pour ne pas faire n'importe quoi. Et du coup, les notions sur l'histoire de la monnaie. Parce que les cypherpunks, bien qu'experts en informatique et en cryptographie, n'étaient absolument pas bons dans ces domaines. À l'inverse du coup de Satoshi Nakamoto, qui apparemment a su résoudre ce problème, et on va voir comment. Et c'est donc ici, selon son propre témoignage à lui, donc à Satoshi Nakamoto, que le travail sur le projet Bitcoin commença en 2007, si on en croit ses archives. Et du coup, de 2007 à 2008, Satoshi Nakamoto, 1. s'est inspiré du projet de Wei Dai sur la bimonnaie. 2. il a réussi à trouver la solution au problème le plus important, la double dépense, grâce notamment à l'invention de Hashcash de Adam Back en 1997 et des réflexions de Peter Todd et Hal Finney en 2001, à savoir la validation de l'utilisation de la monnaie et l'horodaté, et ce grâce à un procédé de preuve de travail qui donnera du coup le nom de minage de crypto-monnaie. 3. Il a dû faire énormément de recherches sur l'histoire de la monnaie pour en comprendre les rouages et surtout les failles qu'il fallait absolument qu'il résolve. Et l'une des failles les plus importantes que tu retrouveras encore une fois dans le livre Les talons Bitcoin, c'est la disponibilité et la facilité de fabrication
d'une monnaie. C'est en partie ce qui tua les différentes monnaies utilisées dans l'histoire, comme par exemple la monnaie sous l'Empire romain, ce pourquoi Satoshi Nakamoto propose sa solution limitant le nombre total de sa monnaie, le Bitcoin, à 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. D'ailleurs, on n'atteindra jamais les 21 millions parce qu'il y en a certains nombres qui sont déjà perdus, mais bon, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo si tu veux. D'ailleurs, encore une fois, si tu veux une vidéo d'où sort ce chiffre des 21 millions et pas 10 ou 54 ou 72, dis-le moi en commentaire que je te prépare une vidéo à ce sujet. Et de plus, il met en place une répartition sur la création de ces 21 millions vraiment très intelligente et d'une façon du coup très spéciale, à savoir de diviser par 2 la création des bitcoins tous les 4 ans. C'est en partie du coup pour cette raison qu'actuellement les crypto-monnaies prennent la forme de cycles et de bull market et de bear market que tu entends forcément partout, à savoir du coup des gros mouvements haussiers suivis de plusieurs années de baisse, de réflexion, de tri et de respiration. Regarde cette courbe, tu vois comment est envisagée la création de ces bitcoins sur les prochaines années et depuis le début, depuis 2009. Du coup, pour Satoshi Nakamoto, la double dépense, ça c'est ok. La liberté de transaction, ça c'est ok. La sécurité n'a jamais été égalée. Régler le problème de l'inflation grâce aux 21 millions et pas un de plus, ça c'est ok. Liberté non anonyme mais bien pseudonyme permettant la liberté sans attirer la criminalité, ça c'est ok. Créer peut-être le seul et l'unique moyen de monnaie virtuelle viable long terme, ça c'est ok. Du coup, ça y est, le Bitcoin est enfin prêt, ne reste donc plus qu'à le lancer. Et Satoshi attend justement le meilleur moment pour cela. En 2008, arriva la chute de la banque Lehman Brothers en septembre, qui créa un chaos total sur le monde financier, prouvant du coup au monde entier que le monde de la finance traditionnelle était défaillant. On peut même estimer que Bitcoin était prêt depuis quelques mois voire quelques années, mais que Satoshi Nakamoto a attendu ce moment précis de voir le système actuel en défaillance totale pour justement y apporter sa propre solution. Parce que c'est juste un peu avant tout ça, donc un peu avant septembre 2008, à savoir le 18 août 2008, un anonyme réservait le nom de domaine d'un site internet bitcoin.org et du coup c'est juste après la chute de Lehman Brothers, le 31 octobre 2008, retiens bien et marque-toi cette date, que Satoshi Nakamoto publie sur ce site-là, donc sur bitcoin.org, le livre blanc de Bitcoin appelé White Paper. Un livre blanc, c'est en gros un acte de naissance pour un projet de crypto-monnaie et il accompagne sa création d'un message dans une liste de diffusion d'emails réservée uniquement aux cypherpunks. Je cite: « Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement pair à pair, sans tiers de confiance, sans utilité de tiers de confiance. » Comme le sont nos banques actuellement. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas utile. Ça n'affecte du coup absolument pas ni la sécurité ni la scalabilité comme je te l'ai déjà dit. Bitcoin, c'est donc une technologie, un projet, une monnaie et une vision futuriste de l'échange. Il permet l'échange entre deux personnes n'importe où dans le monde à n'importe quelle heure et ce sans absolument avoir affaire à un tiers de confiance comme le sont nos banques. Et tout ceci de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne derrière Bitcoin, personne qui dirige Bitcoin ou personne qui tire des bénéfices des transactions de Bitcoin. Personne. Et en plus de ça, c'est le meilleur moyen de transaction et le moyen le plus sécurisé au monde actuellement de faire une transaction monétaire, grâce notamment à son processus de validation par le minage et donc le proof of work, la preuve de travail qu'on a vu précédemment. Et en plus, du coup, c'est absolument ce qui rend du coup le Bitcoin absolument impossible à te voler ou même à hacker une transaction Bitcoin. Hacker directement la blockchain de Bitcoin, c'est absolument impossible. Tu vas me dire, ok, c'est bien de pouvoir échanger ce truc là, cette monnaie, mais en vrai, à quoi bon? La réponse est très simple et je te la pose ici avec une question. Pourquoi as-tu accepté de recevoir ton salaire et le fruit de ton dur labeur en euros? Eh bien,
tout simplement parce que tous les autres gens l'avaient adopté et que tu pouvais avec facilement payer ton loyer, ta bouffe, te préparer pour ta retraite, etc. Eh ben laisse-moi te dire, prépare-toi vraiment bien parce que ça arrive vraiment à grands pas aussi avec Bitcoin. Regarde par exemple le Salvador. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Bitcoin. Si tu veux connaître la suite, ce début de l'incroyable histoire de Bitcoin t'a plu, lâche déjà ton plus gros like sous cette vidéo, partage cette vidéo avec ceux qui ne connaissent pas Bitcoin, qui ne comprennent pas Bitcoin, qui donc ne savent pas ce que c'est et surtout à quoi ça sert et à quels besoins réels il répond. Et du coup, dis-moi en commentaire si la suite t'intéresse. Parce que j'ai encore énormément de choses à te dire à ce sujet. Et juste que la vidéo soit pas trop longue pour que ce soit pas indigeste et que tu puisses comprendre absolument tout ce que je te dis. Notamment, un petit fun fact assez drôle, c'est que le mot Bitcoin a été créé bien avant la création de Bitcoin justement. Si c'est pas fou ça. J'ai envie de t'expliquer aussi comment et pourquoi il a réussi à atteindre pour la première fois 1 $, quand et comment il a officiellement été lancé du coup en 2008 et en 2009. En tout cas, merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Ça me demande énormément de travail et votre soutien, like, commentaire et partage sont ma récompense. Et ça te prend 2 secondes en plus. C'est surtout le meilleur soutien que tu puisses me faire et le meilleur soutien que tu puisses faire à cette chaîne. Surtout si vous voulez plus de contenu de ce genre. Cryptordialement vôtre. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. C'était Cryptéo. Ciao!